arguments. Non, c'est pas des positions, c'est des faits. Je connais vos arguments depuis longtemps et des faits qui sont à géométrie variable. Non, c'est des faits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe depuis. Combien de morts tous les jours? La guerre, oui. Non, c'est pas la guerre. Déclenchée par le Hamas, oui. La guerre, il faut des armées quand même. La guerre, c'est une armée contre une autre armée. Oui, et là, c'est une armée. Bah alors, l'État islamique, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a bombardé sur l'État islamique, y compris des civils? Expliquez-moi. Non, mais attends, on massacre des gens, on vient dans leur maison, on les massacre parce qu'ils sont juifs, on les évente, on les viole, on les viole, on va faire une marche pour la paix. Non, non, on fait une marche pour extirper le Hamas, libérer le peuple palestinien oui, on est du joug d'accord, du Hamas, et la paix, on en parlera plus tard. Non, mais c'est ça qu'on fait. La marche pour la paix. Oui, mais les nounours et les clignotages de Tour Eiffel aussi. Il n'y a pas de milliers de civils. Non, c'est débarrasser le Liban d'influence iranienne. Non, non. Alors là, je veux que tu arrêtes tout de suite ce genre de mensonge. Il n'y a pas de milliers de civils libanais qui sont tués. Il y a des civils qui restent avec le Hezbollah parce que c'est la famille, c'est les familles, c'est la grand-mère, c'est la mère, c'est la femme. Si les agents du Hezbollah gardent leurs enfants et leurs femmes avec eux, c'est leur problème. Ils veulent tous mourir en shahid, c'est leur problème. Il ferait bien de s'inquiéter. Les Français feraient bien de s'inquiéter, ceux qui tiennent à la civilisation, à la démocratie. Parce que eux, ils sont beaucoup plus en danger de cet entrisme islamiste qui avance derrière le drapeau des Palestiniens. Madame Rima Hassan défendra le peuple palestinien. Je pourrais parler de Madame Rima Hassan. Madame Rima Hassan ne défend pas le peuple palestinien. Elle parle de colonisation. Je sais pas, Gaza est autonome et complètement souveraine depuis 2005. Chacun parle 4 minutes, vous me donnez 1 minute et vous me dites non mais attends, non mais c'est pas un débat. Tu connais une armée? C'est un monologue, je vous laisse. Monsieur Guézard, tu connais une armée? Est-ce que tu connais une armée qui envoie des annonces avant de réaliser ces bombardements, 24 heures, 48 heures avant, on annonce aux civils qu'il va y avoir des bombardements. Barbara Lefebvre est exactement, messieurs, dames, dans la lignée de Benyamin Netanyahou qui nous a dit hier soir que Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Bienvenue sur Glace Polémique. Aujourd'hui, pas de vidéo actu, mais une vidéo un peu spéciale sur Madame Barbara Lefebvre, qui pour moi est la reine de la taquia, la reine de la dissimulation. Donc on va refaire un peu son parcours et je vais essayer de faire très peu de commentaires, sauf quand c'est pour décrire un peu le contexte. Allez, on commence par une petite introduction. Donc Barbara Lefebvre, c'est à la base une enseignante, et elle entre dans la vie médiatique en 2002, ou plutôt en 2004, vous allez voir, ça a son importance. Donc elle rentre dans la vie médiatique avec un livre qu'elle coécrit avec d'autres enseignants, et qui s'intitule « Les territoires perdus de la République », une expression qui va plus tard devenir une des expressions préférées de l'extrême droite. Il y a des zones, les territoires dits perdus de la République. Qu'il y a de plus en plus de territoires perdus de la République. Les territoires perdus de la République. Non mais pardon. Mise sous tutelle des territoires qu'on appelle les territoires perdus de la République. Et à la sortie de cet ouvrage, Barbara et ses collègues vont être accusés de stigmatiser les élèves des quartiers, les élèves musulmans, chose dont Barbara Lefebvre va se défendre pendant plusieurs années. Progressivement, nous avons été amenés à apporter notre contribution et notre témoignage à cet ouvrage collectif, Les territoires perdus de la République. Et notre discours, qui n'était pas du tout un discours de fermeture ou un discours de stigmatisation. Et il était bien dommage que, jusqu'à encore peu de temps, on essaie de nous faire passer pour des gens qui stigmatisions nos élèves de confession musulmane. Alors que justement, nous, ce qu'on a essayé de dire, c'était qu'on avait aujourd'hui à l'école de la République une mission, on avait un travail à faire, en particulier vers ces publics-là, pour justement leur expliquer que la chance qu'ils avaient de vivre dans un pays laïque, c'était justement la chance de pouvoir échapper à ces prises de possession de leur cerveau par des gens qui ne voulaient que les instrumentaliser. Ce genre de discours paternaliste est insupportable. Bref, même si elle s'en défend, il suffit d'écouter les commentaires des collègues de Barbara Lefebvre avec qui elle a coécrit le livre pour comprendre que ce bouquin était clairement pour cibler les Noirs et les Arabes de banlieue, avec déjà cette petite musique qui insinuait qu'ils seraient tous antisémites. 2002. Les territoires perdus de la République paraît dans une quasi-indifférence. Dans ce livre collectif, des professeurs de collège et lycées de quartiers dits sensibles tentent d'alerter l'institution scolaire et l'opinion publique sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Et tout particulièrement sur le climat de violence et d'intolérance qui s'installe depuis quelques années dans ces écoles, en grande partie fréquentées par des jeunes gens issus de l'immigration. On a bien vu que c'était essentiellement un problème dans des établissements où il y avait une très forte immigration d'origine maghrébine et africaine. Donc voilà, donc on a des faits. Maintenant, ces faits, on ne va pas les généraliser à l'ensemble du territoire, ça je suis d'accord. N'empêche que
ils correspondent à un instantané d'une société qui ne va pas bien. Sinon, l'école, elle réussirait. Les auteurs sont accusés de démagogie, de racisme et de xénophobie. On ne peut pas imaginer qu'une victime puisse être aussi un bourreau. Que pour avoir été colonisé, il n'empêche qu'on puisse être en même temps un raciste et un antisémite, et un misogyne et un exploiteur. Ce qui est particulièrement intéressant avec ce bouquin, c'est que dans un premier temps, à sa sortie en 2002, il passe totalement inaperçu. Puis un ministre, le ministre de l'Éducation de l'époque, en 2003 va demander à rencontrer les auteurs de ce livre, qui est un flop. Regardez, en 2003, elle est auditionnée en tant que professeure agrégée d'histoire-géographie par la commission Stasi, dont les travaux conduiront à la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques françaises votée en 2004. Qui a fait beaucoup l'objet de polémiques. Alors au début, au moment de sa publication, pas énormément parce que le livre est un petit peu passé inaperçu. Et puis en fait, à l'époque, les ministres Ferré et Darcos se sont intéressés à notre ouvrage et ont cherché à nous rencontrer dans le cadre justement du débat sur les perspectives de cette loi qui allait devenir la loi de 2004 sur l'interdiction des signes ostentatoires à l'école. Voilà donc Luc Ferry, qui était ministre de l'Éducation à l'époque, fait appel à Barbara Lefebvre. Et Luc Ferry, c'est notamment celui qui a dit ça. Est-ce que vous croyez que les enfants de familles acquises aux idées des frères musulmans ou des salafistes, est-ce que vous croyez vraiment que quand on va les obliger à mettre leurs enfants dans un établissement à l'âge de 3 ans, ils vont le mettre dans un établissement public et laïque? Donc, ou dans une école juive ou catholique? Enfin, c'est ridicule. Ils vont créer leurs écoles. Mais évidemment. Quand j'étais ministre, c'était un peu difficile à dire, mais mon directeur de l'évaluation, il est venu me voir, il m'a dit, voilà, si on supprimait les 15% de quartiers pourris qu'il y a en France, avec des établissements dans lesquels il y a 98 nationalités, on n'arrive pas à faire court, eh bien nous serions classés numéro 1 dans PISA. Vous voyez à peu près le personnage, et il était ministre de l'Éducation. Bref, la même année où est votée cette loi, en 2004, c'est l'année où Barbara intègre la LICRA. Regardez, en 2004, elle entre à la LICRA et co-préside avec Alain Sexig la commission éducation, restant membre actif du bureau exécutif jusqu'à sa démission en janvier 2010. Bref, saut dans le futur. Janvier 2017, elle sort un nouveau livre coécrit encore une fois, où là, elle ne prend plus de gants comme avec son précédent livre sur les territoires perdus de la République. Là, elle affiche clairement la population visée. Ce livre s'appelle La France soumise. Mais la France soumise à qui ? Eh bien, aux musulmans. Vous êtes enseignante et co-auteur avec Georges Bensoussan d'une France soumise, publié chez Albin Michel. C'est un livre qui fait l'inventaire de cette France que vous dites soumise, notamment à l'islam politique que vous dénoncez. Oui, et comme l'article définit le montre, nous ne disons pas que c'est la France qui est soumise, mais il y a une partie effectivement de la France, certains territoires qui sont effectivement perdus. On le disait déjà il y a 15 ans avec les territoires perdus de la République. Là, on a voulu étendre un petit peu le spectre de notre enquête qui ne se veut pas sociologique, mais qui est une enquête faite de témoignages de ces acteurs de terrain et qui nous disent que la situation s'est considérablement aggravée et qu'il y a aujourd'hui effectivement une pression de l'islam politique. Le livre sort en janvier 2017 et donc la même année en 2017, donc juste avant les élections présidentielles, et c'est une séquence pour moi qui remet tout son parcours en question, elle se fait démasquer en direct le 6 avril 2017 sur le plateau de l'émission politique. À 3 semaines du premier tour, elle ment aux organisateurs de l'émission en se disant soutien d'aucun parti politique, alors qu'elle faisait déjà partie du comité national France Solidaire avec Fillon. L'aplomb avec lequel elle persiste dans son mensonge, c'est incroyable. Et au final, pourquoi faire une filouterie pareille si ce n'est pour embrouiller la tête du téléspectateur et de l'électeur? Et j'ai l'habitude de dire, si t'as été capable de le faire une fois, t'es capable de le faire 10 fois. Bref, après l'élection de 2017, à partir de 2018, elle écrit pas mal d'articles pour des journaux, des magazines comme Causeur, Valeurs Actuelles, etc. Et elle va être de plus en plus présente à la télé. BFM, LCI, I24 News, et elle va accompagner, selon moi, le changement de visage du Front National. Petit retour en arrière. En 2012, le Front National a comme stratégie, notamment au travers de Soralé Dieudonné, de séduire l'électorat de banlieue avec notamment l'antisionisme. Ça ne marche pas, ni en 2012, ni en 2017. Changement de stratégie, le Rassemblement National, Front National plutôt, à l'époque, s'éloigne peu à peu de Dieudonné et Soral. Ils ne veulent plus de cette image d'antisémite. Au contraire, ils virent totalement sionistes. Ils vont notamment être accompagnés dans cette entreprise de communication qui durera des années par CNews, fraîchement rachetée par Bolloré. Ils seront aussi aidés par notre Barbara Lefebvre, qui contribue aussi à dissocier l'image de Marine Le Pen
de celle de Soral et Dieudonné. Et c'est contre lui qu'il faut lutter. Mais il ne faut pas croire qu'en se jetant dans les bras du Rassemblement national, par exemple, ou de Madame Le Pen, on va se protéger des islamistes, alors, je crois. Je vous cite la post-propos. Les Juifs qui votent Le Pen, ils s'imaginent, dites-vous, que Marine Le Pen est à même de lutter contre les antisémites islamistes, oubliant que nombre de membres de son parti soutiennent de vieux antisémites rivaroliens et les nouveaux antisémites, donc soraliens ou dieudonistes, explicitement alliés à l'islam politique dans la cause antisémite, antisioniste. Mais je ne parle pas de Marine Le Pen en tant que personne. Je pense que Marine Le Pen en tant que personne n'est pas concernée par des amitiés avec Soral, Rivarol, etc. Je pense que c'est quelque chose qui l'irrite particulièrement. Mais néanmoins, dans son parti, il y a un certain nombre de personnalités dont elle ne s'est pas détachée, qui sont effectivement liées aussi au mouvement soralien, proche de Dieudonné. Et ça ne s'arrête pas là. En 2018, elle lance un appel dans le journal Le Parisien. Appel sous forme de manifeste qu'elle coécrit avec notamment Georges Bensoussan, le même qui est à l'origine de son premier livre. Et la tribune qu'elle sort dans Le Parisien s'appelle le nouvel antisémitisme. Un nouvel antisémitisme qui, selon elle, ne se trouve plus à l'extrême droite. C'est quoi, Barbara Lefebvre, le nouvel antisémitisme? C'est pas de l'antisémitisme tout court? Alors déjà, je voudrais rappeler que dès 2002, Pierre-André Taïeb écrivait un livre qui s'appelait « La nouvelle judéophobie ». Nous-mêmes, les territoires perdus de la République, avec Georges Bensoussan, on évoquait ce fait cette même année 2002. Qu'est-ce qu'il a de nouveau ? Ce qu'il a de nouveau, alors il est nouveau pour nous en Europe, c'est-à-dire que c'est un nouveau visage de l'antisémitisme au sens où on était habitué en France, en Europe, à avoir un antisémitisme d'extrême droite, avec lequel on avait un certain nombre de facilités, d'identification et d'outils de lutte. On savait caser ça, quoi. On savait, on savait quelle étiquette mettre. Certains pensent que la nouvelle image du Rassemblement national et leur association avec le sionisme date d'il y a 2 ans, juste après le 7 octobre. Mais non. Dès 2018, ça a été un travail de longue haleine dans les médias, travail auquel a participé Barbara Lefebvre, pour faire passer l'idée que l'antisémitisme était passé de l'extrême droite à l'extrême gauche et aux musulmans. Il est vrai qu'à l'extrême gauche, on voit bien qu'il y a une façon de réinterpréter les situations politiques françaises, les fractures sociales, les fractures culturelles, de façon assez malhonnête. Et effectivement, nous, dans les années 2000, on nous expliquait que l'effet d'antisémitisme, quand ils existaient, c'était en rapport avec le conflit israélo-palestinien. En gros, c'est victime contre victime, quoi. Voilà, alors que ça n'a rien à voir, qu'il n'y a absolument pas, en France, à ma connaissance, de juifs qui a agressé des compatriotes musulmans, jusqu'à preuve du contraire. Or, l'inverse n'est pas vrai. On est en 2018 et ce sont les prémices de la folie médiatique que nous connaissons aujourd'hui. Et remarquez bien que Barbara, depuis le début, parle très peu, voire pas du tout d'Israël. En tout cas pas avec l'hystérie qu'elle peut avoir aujourd'hui. Non, Barbara, elle nous parle de laïcité, mais aussi de patriotisme. Pour la promo de son livre « C'est ça la France », elle apprend aux Français ce que c'est qu'être un bon patriote. Le seul pays au monde, la France, où on trouve que le patriotisme est ringard. D'ailleurs, on se sent français dans ce pays que quand on est en finale de la Coupe du Monde de foot. C'est quand même curieux. Pourquoi ? Pour le chauvinisme sportif, en effet, là, on aime bien l'agiter et on arrive à réciter à peu près le premier couplet de la Marseillaise. Mais c'est vrai que le reste du temps, quand il s'agit d'exprimer son attachement, ce sentiment d'attachement très singulier à sa nation, qu'est le patriotisme, parce qu'en fait, c'est ça. Le patriotisme, c'est un petit peu le sang qui irrigue la nation. Une nation sans patriotisme, ça n'existe pas. En revanche, si une nation n'est pas soutenue, c'est-à-dire si un État-nation n'est pas soutenu par un fort sentiment d'amour de la part de sa population, eh bien cette nation, c'est une coque vide. Ce qui est curieux, c'est que pour la promo de ce livre, elle va adapter son discours selon le média dans lequel elle se trouve, un peu comme aujourd'hui. Dans les gros médias français, elle prône le patriotisme et la laïcité. Et dans les médias plus communautaires et confidentiels, elle va nous expliquer qu'Israël s'est fondé en bref sur la religion et que c'est très bien. Israël fait partie de ces États-nations qui assument avoir une identité culturelle et que cette identité culturelle, elle est une forme d'homogénéité, d'unité. Et effectivement, Israël est un État juif, c'est un État qui a été créé pour que les Juifs viennent y résider, avec un État pluriconfessionnel, mais l'État d'Israël s'assume et se revendique comme un État-nation juif. Et personnellement, je ne vois absolument pas en quoi cela pose problème. Voilà, mais la France et Israël sont deux modèles complètement différents d'États-nations. Vous avez justement des États-nations qui se fondent sur des bases en quelque sorte ethniques ou religieuses. C'est le cas d'Israël et ça a toujours été assumé comme tel. La France ne s'est pas fondée sur ce type-là de construction étatique. D'abord simplement parce que la France est une très vieille nation. On pourrait dire d'ailleurs qu'Israël aussi est une très
très vieille nation, puisque je pense personnellement que la Torah ne raconte rien d'autre que la construction d'un État-nation. Elle a quand même un double discours. À la fois, elle va prôner la laïcité dans les médias français, mais dans des médias plus communautaires, elle va prôner un projet religieux, voire messianique pour Israël. Et tout ça n'avait pour seul but, selon moi, que d'amadouer les identitaires d'extrême droite français. Parce qu'elle ne pouvait pas se faire une place médiatique en France en étant full sioniste dès le départ. D'ailleurs, c'est en 2019 qu'elle est embauchée par les grandes gueules, donc la même année. En 2020, c'est le Covid. Elle va être à la fois sur RMC, LCI et va tenir des positions contre le vaccin, le confinement, etc. Et à partir de 2021, elle commence également à faire des apparitions sur i24 News. Faut se remettre dans le contexte. On est bien avant le 7 octobre. Il y a déjà une colonisation, des massacres à Gaza et en Palestine, mais c'est bien avant l'hystérie médiatique que l'on vit depuis 2 ans. Et écoutez dans ce contexte le parallèle qu'elle fait entre les jeunes des quartiers populaires en France et les Palestiniens. Ce que subit Israël et ce que vit Israël, c'est ce même djihadisme, cet islamisme que nous, en France, nous connaissons, nous subissons. Et je crois que les Français, depuis 2015, ont relativement ouvert les yeux. Vous savez, quand avec Georges Bensoussan, on a écrit Les territoires perdus de la République en 2002, les gens nous regardaient comme si on était en train de leur révéler un secret de polichinelle. En réalité, là, depuis quelques années, les Français ont pris conscience de la situation. Mais nos dirigeants, nos élites intellectuelles, nos élites politiques ont une mentalité de dhimmi. C'est d'ailleurs ce que raconte très bien Michel Houellebecq dans son livre Soumission, c'est-à-dire qu'on a complètement accepté qu'on avait en France une population qui pourrait être aussi éruptive que, je dirais, des jeunes Palestiniens qui se mettent à lancer des pierres, des intifadas dans les banlieues. Donc dans son livre de 2002, elle parle des banlieusards, ok. Mais là, peut-être se sentant en confiance sur i24 News, elle va révéler inconsciemment qu'elle faisait déjà un lien à l'époque avec la population palestinienne. Je trouve ça scandaleux. Et les médias, entre 2019 et aujourd'hui, en particulier RMC et i24 News, qui je le rappelle était à l'époque la propriété du sioniste franco-israélien Patrick Drahi, lui ont donné une tribune incroyable. Et elle en a profité pour attaquer, à coup de laïcité, les musulmans de France, une laïcité qu'aujourd'hui elle ne s'appliquerait pas à elle-même. Que Mera et Koulibaly, c'était cool. Hein. C'était cool, ils avaient un rapport hyper serein à leur religion et ils n'avaient pas le voile. C'est vrai que Mera et Koulibaly, ils ne portaient pas le voile. Bien entendu, tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Néanmoins, tous les terroristes qui se sont exprimés ces dernières années se revendiquaient de l'islam. Qu'ils en détournent le sens, on est tous d'accord là-dessus, il n'empêche qu'ils ne se revendiquaient pas du bouddhisme ou des évangéliques. Donc, cette question-là, elle est posée. Ce que montre ce sondage, donc, c'est que nous avons des jeunes aujourd'hui qui ne font pas la différence entre une croyance et une opinion. Et que dès qu'on essaie de leur expliquer qu'on vise une idéologie, ils comprennent, on vise une religion et ils comprennent, on me vise moi, dans mon moi intérieur, dans mon moi absolu et je suis offensé. Donc on est effectivement, en même temps, je suis d'accord avec Étienne, dans l'américanisation complète de nos sociétés, c'est-à-dire que mon petit moi est systématiquement tout le temps bafoué, offensé par la moindre décision politique qui peut être prise. Elle parle de s'offusquer pour une décision politique, mais je rappelle qu'elle a été la première à pleurer du fait que Macron voulait reconnaître l'État de Palestine. Je suis désolée pour la France qu'elle soit représentée par un tel personnage. C'est monsieur Macron seul. Moi, je ne considère pas aujourd'hui que la France reconnaît l'État de Palestine. Il y a un homme... L'État français. Non. Il y a un homme seul, c'est soi-disant son domaine réservé. Il y a un homme seul qui a décidé... Et puis ce discours-là est totalement applicable au sionisme, qui est une idéologie, et quand on le critique, tout de suite vous êtes targué d'attaquer les juifs et d'être antisémite. Alors que juif ne veut pas dire sioniste, sauf pour Barbara. Pour elle, un juif est nécessairement sioniste. L'antisionisme est par nature un antisémitisme, puisque être juif, c'est être sioniste. Le retour à Sion, c'est ce qui habite la tradition juive depuis plus de 2000 ans. Donc les gens qui ne comprennent pas que refuser aux juifs un État, c'est refuser l'essence même du judaïsme, puisque le judaïsme n'est pas une religion éthérée, universaliste, sans ancrage national. C'est au contraire, précisément à la différence justement de l'islam et du christianisme, c'est une religion nationale, c'est une religion qui est d'abord ancrée dans une terre. Cette terre dont les juifs ont été privés, mais en réalité, cette terre qu'ils n'ont jamais quittée spirituellement et aujourd'hui, effectivement, de façon politique. Donc vraiment, ces gens-là ne comprennent pas le lien entre antisémitisme et antisionisme. Propos qu'elle n'a jamais tenus dans les grandes gueules, jamais. Elle a dit beaucoup de bêtises, mais elle n'a jamais dit qu'un juif était égal à un sioniste.
À la limite, elle pourrait tenir ses propos sur I24 News. Hein. Et c'est ce qui me frappe chez elle. Selon le média, elle va adopter un ton et un discours différent. Dans les grandes gueules, c'est la réactionnaire, conservatrice, laïcité, blabla, tout le package. Et sur I24 News, ou des médias sionistes, elle va être en mode pro-israélienne vénère. Mais que ce soit dans l'un ou l'autre, son discours va se radicaliser et encore plus après le 7 octobre. On est le 30 novembre 2023 et elle va insinuer que les jeunes délinquants de cité sont délinquants non pas à cause de leur environnement, mais à cause de leur origine ethnique. La base de tout ce problème, c'est qu'on a un petit noyau minoritaire d'hyper-violents qui pourrissent la vie des gens depuis les années 90. Avec leurs origines, il y a aussi un lien d'origine sociale. Là, il y a un lien et on ne parle pas, Barbara. Allez, fais-nous ta plaidoirie de raciste. Qui pourrissent la vie des gens dans ces quartiers. Dans ce cas-là, il n'y a pas de débat, Barbara. Ils pourrissent la vie. Et si ces racailles pourries de ces quartiers, s'il y a 30 ans, on leur avait fait fermer une bonne fois pour toutes leur gueule et qu'on avait vidé ces quartiers de toute cette raclure et de cette racaille qui a pourri la vie de tout le monde. Social, tu en es la preuve que c'est pas vrai. Tu en es la preuve. Tu crois que ça a été simple, Barbara? Tu connais mon histoire? Tu connais par où je suis passé? Mais ma famille aussi, elle est arrivée avec une valoche. Donc je ne donne aucune excuse à ces gens-là, à ces racailles-là, sous prétexte que mes parents ils sont au chômage, Barbara, je suis d'une famille monoparentale. Pourquoi est-ce que tu le dis pas sur d'autres délinquants? Pourquoi est-ce qu'on n'emploie pas le mot racaille sur d'autres, à part les jeunes des cités? Les racailles en col blanc. Et pourquoi tu l'associes à une origine? J'ai jamais parlé des racailles en col blanc. Pourquoi tu l'associes à une origine et pas à un parcours social? Moi je dis que dans les mêmes conditions de vie, on prend des gens de n'importe quelle couleur de peau et de n'importe quelle origine, on a le même résultat. Non. Ah ben voilà, non. Et donc tous ces délinquants qui, selon elle, seraient mauvais par nature, de par leur culture, voire de par leur ADN, j'imagine que c'est la bête immonde dont elle parle et dont elle encourage les Français à combattre, sinon, elle quittera la France et ira en Israël. Bah écoutez, je renoncerai à ce combat le jour où, en tant que dhimmi, on m'aura demandé de m'en aller et de prendre la porte et de prendre ma valise. Mais vous savez, quand on est juif et quand on a 2000 ans d'histoire de diaspora, la valise, elle est toujours dans l'entrée. Donc pour l'instant, on est combatif, mais on ne va pas combattre de façon vaine et au péril de notre vie. Peut-être qu'à un moment donné, oui, je déciderai de prendre ma valise et de m'en aller parce que si à un moment donné, les Français eux-mêmes ne comprennent pas qu'ils doivent combattre pour leur propre avenir et qu'il ne s'agit pas d'un combat pour les Juifs, mais d'un combat pour eux-mêmes, ben moi, je me battrai pas pour eux. Le combat contre la bête immonde, aujourd'hui, il faut le mener. Et la bête immonde, c'est l'islamo-gauchisme. Si les Français ne veulent pas combattre avec nous, eh bien moi, je n'irai pas continuer à la défendre en vain et j'irai probablement, oui, m'installer ailleurs, là où je serai plus en sécurité. Et là où je ne vivrai pas en dhimmi. Il est loin le patriotisme dont elle parlait en 2019. Et plus le temps passe, plus elle donne le sentiment d'être plus attachée à Israël qu'à la France. Chose qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Mais depuis 2 ans, elle a montré à quel point son attachement à Israël était sincère. Elle a multiplié les clashs pour défendre Netanyahou et son armée. Non, c'est pas des positions, c'est des faits. Je connais vos arguments depuis longtemps et des faits qui sont à géométrie variable. Non, c'est des faits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe depuis. Combien de morts tous les jours? La guerre, oui. Non, c'est pas la guerre. Déclenchée par le Hamas, oui. Il faut des armées quand même. La guerre, c'est une armée contre notre armée. Oui, et là, c'est une armée. Bah alors, l'État islamique, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a bombardé sur l'État islamique, y compris des civils? Expliquez-moi. Non, mais attends, on massacre des gens, on vient dans leur maison, on les massacre parce qu'ils sont juifs, on les évente, on les viole, on va faire une marche pour la paix. Non, on fait une marche pour extirper le Hamas, libérer le peuple palestinien du joug du Hamas, et la paix, on en parlera plus tard. Non, mais c'est ça qu'on fait. La marche pour la paix. Oui, mais les nounours et les grignotages de Tour Eiffel aussi. Il n'y a pas de milliers de civils. Non, c'est débarrasser le Liban d'influence iranienne. Non, alors là, je veux que tu arrêtes tout de suite ce genre de mensonge. Il n'y a pas de milliers de civils libanais qui sont tués. Il y a des civils qui restent avec le Hezbollah parce que c'est la famille, c'est les familles, c'est la grand-mère, c'est la mère, c'est la femme. Si les agents du Hezbollah gardent leurs enfants et leurs femmes avec eux, c'est leur problème. Ils veulent tous mourir en shahid, c'est leur problème. Il ferait bien de s'inquiéter. Les Français feraient bien de s'inquiéter, ceux qui tiennent à la civilisation, à la démocratie. Parce que eux, ils sont beaucoup plus en danger de cet entrisme islamiste qui avance derrière le drapeau des Palestiniens. Madame Rima Hassan défendra le peuple palestinien. Je pourrais parler de Madame Rima Hassan. Madame Rima Hassan ne défend pas le peuple palestinien. Elle parle de colonisation. Je sais pas, Gaza est autonome et complètement souveraine depuis 2005. Chacun parle 4 minutes, vous me donnez 1 minute et vous me dites non mais attends, non mais c'est pas un débat, c'est un monologue, je vous laisse. Monsieur Guézard, tu connais une armée? Est-ce que tu connais une armée qui envoie des annonces
avant de réaliser ces bombardements, 24 heures, 48 heures avant, on annonce aux civils qu'il va y avoir des bombardements. Barbara Lefebvre est exactement, messieurs, dames, dans la lignée de Benyamin Netanyahou qui nous a dit hier soir que Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Devinez qui de Mehdi Guézard ou Barbara Lefebvre s'est fait virer de l'émission. Et encore là c'est soft, parce que sur I24 News, elle n'y est pas allée de même morte. Je vais pas mettre toutes ces interventions plus abjectes les unes que les autres, sinon la vidéo serait trop longue. Mais retenez bien qu'elle a fait ça pendant toute l'année 2024. Elle avait une tribune dans les grandes gueules tous les matins et I24 News une fois par semaine. Je crois quand même vraiment qu'en France, aujourd'hui, il faut avoir vécu dans une grotte pour pas comprendre depuis 6 mois qui sont les agresseurs des Juifs. Et je crois vraiment que nos compatriotes en sont tout à fait conscients. Toutes les enquêtes qui ont été conduites et des enquêtes réalisées par l'IFOP, par Ipsos, etc., ont montré que nos compatriotes français et non juifs ont très bien compris qui étaient nos agresseurs, que ce sont les défenseurs du Hamas, que ce sont les adeptes de l'extrême gauche, islamo-gauchiste, insoumise et compagnie. Vous êtes la question, vous êtes pour ou contre l'existence de l'État d'Israël? Est-ce que vous êtes pour l'existence de l'État d'Israël? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'existence de l'État d'Israël? Nous sommes pour un État où les Palestiniens ou les Juifs... Non, c'est pas ça la question. Vous voulez que les Juifs soient des dhimmis, mais ce que vous voulez, c'est qu'on soit vos dhimmis. C'est fini. On n'est plus des Juifs en pyjama et on n'est plus des dhimmis. On est souverains sur notre terre. Non, vous vous trompez, monsieur. Encore une fois, elle fait un parallèle entre, j'imagine, les islamo-bamboulas des quartiers et les Palestiniens, en disant qu'en Israël, ils connaissent le danger, mais pas en France. Et elle était tellement en confiance que Barbara a participé, en novembre 2024, à la Diaspora Defense Force, l'officine de Franck Tapiro, et elle a déclaré ça, rappelez-vous. Parce que depuis le premier jour, on le dit, pour justement gagner cette guerre idéologique vis-à-vis de nos adversaires, c'est pas la peine. Mais hélas, de toute cette population française, juive et non juive, qui pour l'instant n'a pas encore décidé de s'exprimer bruyamment pour dire que la situation est gravissime. La situation, elle est gravissime en Israël, mais ça peut paraître paradoxal et je pense qu'on le ressent tous inconsciemment. En France, elle est encore plus gravissime parce qu'en Israël, ils savent le danger. En France, on a encore l'impression que beaucoup de gens ignorent le danger. Gagner la guerre idéologique, mais pour qui? C'est la grande question. Est-ce que Barbara veut gagner la guerre idéologique pour l'extrême droite française qu'elle a l'air de vouloir séduire depuis 2002, ou bien pour Israël, vu comment c'est une sioniste acharnée? Bref, comme je le disais, elle a passé son année 2024 à cracher sa haine sur I24 News. Et arriva l'incident. Trop de confiance, trop de haine, je ne sais pas. C'est en février de cette année, elle a osé dire ça. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs. Immédiatement, il y a eu un appel au boycott de la part des auditeurs, des téléspectateurs, et même la SDJ, donc la Société des journalistes de RMC, a demandé à ce qu'elle ne soit plus présente dans l'émission. Mais pour une raison qui me dépasse encore aujourd'hui, Truchot et Marchal ont décidé de la conserver dans les grandes gueules. Elle n'a même pas présenté d'excuses, c'est du délire. Des auditeurs ont même dû appeler directement pour dire à quel point c'était un scandale. Le premier s'est fait censurer en direct. On a Guillaume qui est avec nous, qui est chasseur, qui s'appelle de l'Aveyron. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue. Vous avez vu les images de ce qui s'est passé dans la propriété de Luc Besson? Qu'est-ce que vous en dites, vous, le chasseur, alors? Oui, alors j'ai vu les images et ce que je tenais à dire, c'est que c'était honteux, mais je trouve que même le mot honte n'est pas suffisant. Le fait de pouvoir redonner la parole à Mme Barbara Lefebvre. Attendez, alors là, il y a un problème. On vient de couper avec Guillaume Chasseur. Bon, désolé. Ouais, il n'est pas d'accord avec les gentils de chasse. Bah oui, désolé. Hein. Ouais, mais en fait, on peut aussi aborder ces questions sans excès. Le deuxième, lui, a dû changer de prénom et se faire appeler Louis au lieu de Rachid pour pouvoir passer à l'antenne
et dire ces 4 vérités à Barbara. Vous en dites les conséquences de cette affaire Bayou. Bayou. Écoutez, je trouve ça absolument scandaleux, mais je voudrais dire un mot parce que j'étais un peu choqué, mais vous allez peut-être me couper comme l'auditeur précédent. Tout à l'heure, vous l'avez coupé parce qu'il a commencé à parler de Barbara Lefebvre. Alors, je vais vous dire, je suis extrêmement choqué de cette censure que vous mettez en place. Je suis un auditeur de longue date des grandes gueules. D'ailleurs, je dois vous dire que je m'appelle pas Louis, je m'appelle Rachid, je suis avocat. Je m'appelle Rachid Madid, avocat au barreau de Paris. Et par ailleurs, je dois vous dire que j'ai appelé tout à l'heure sous mon vrai nom, et que vous ne m'avez pas rappelé si simplement que vous avez une chroniqueuse autour de cette table qui vient de tenir des propos inqualifiables qui sont, selon moi, je ne vais pas porter d'accusation de ce point de vue-là, mais selon moi, qui relève de la loi pénale et qui constitue un délit d'apologie de crimes contre l'humanité. Donc parlez-en, au lieu de couper les auditeurs qui veulent s'émouvoir de cette situation. Ça a été le cas tout à l'heure, c'est lamentable. Vous croyez que c'était la liberté d'expression sur le fait. Malgré ça et un appel au boycott, ils l'ont conservé. Mais on pourrait se dire qu'après cet épisode, ça l'aurait calmé. Mais que nenni. Quelques mois plus tard, elle faisait un quiz dégueulasse où elle se moquait des morts palestiniens. Tout ça pendant le gala de la honte organisé par Tapiro et sa milice. Tout va se jouer maintenant. Allez, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. Allez, c'est la dernière question. On compte bien sûr les civils morts, hein. On ne parle pas des terroristes du Hamas, donc il y a un petit calcul à faire bien sûr. Aujourd'hui, Barbara est toujours dans les grandes gueules et recommence à être sur E24 News. C'est reparti pour un tour. Alors pourquoi selon moi c'est la reine de la taquia? Tout simplement parce qu'elle est apparue dans les médias en pointant du doigt les banlieusards. Elle s'est frayée une place en ajoutant l'islam pour séduire l'extrême droite, pour finir par désigner comme ennemi de la France la gauche et les musulmans. Son côté pro-israélien, lui, est ressorti uniquement à cause du 7 octobre. Sinon, j'imagine qu'il serait resté caché, ou plutôt, pas autant assumé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce, partager et booster la vidéo si vous le pouvez. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo actu. Et mercredi prochain, 18 h, n'oubliez pas, pour un nouveau format encore une fois. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.